Alors bonjour à toutes et à tous, dans la salle et à distance. Merci d'être parmi nous pour ces 2 heures de séminaire durant lesquelles nous aurons le plaisir d'écouter nos deux invités parler de mise en récit de l'identité américaine au XVIIIe siècle. Alors pour commencer, je voudrais chaleureusement remercier Laurence Territ pour son aide dans l'organisation de cette première séance de l'année pour le programme C. Nos deux intervenants vont donc inaugurer ce nouveau cycle de réflexion autour de la notion de mise en texte, qui est envisagé comme un processus d'écriture lors duquel les choix des auteurs donnent à lire la représentation particulière d'un moment ou d'une expérience. Cette première séance va s'intéresser à la mise en récit de la jeune Amérique et notamment de l'identité américaine, coloniale et révolutionnaire. Cette mise en récit interroge, de notre point de vue aujourd'hui, l'élaboration d'un roman à la fois national et international. Alors, je vais vous présenter notre première intervenante, qui est Florence Petrov. Elle est maître de conférences en histoire moderne à l'Université de La Rochelle. Elle a soutenu, sous la direction de Bertrand Van Riebeeck, une thèse sur la Révolution américaine et l'Écosse. Ce travail sera publié aux éditions Champion en 2022. Et aujourd'hui, Florence Petrov va nous parler de 4 productions écrites qui traitent d'une question posée par le College of Philadelphia au milieu des années 1760. Sur fond de crise politique entre colons américains et la couronne britannique, ces réponses font apparaître les contours d'une spécificité, sinon d'une identité américaine au sein de l'Empire britannique. Et je précise aussi, on prendra les questions à la fin, à l'issue des 2 présentations. Donc, je vous laisse la parole, Florence. Et par le chat. Et par le chat, bien entendu. Merci beaucoup, Émilie Mitterrand. Est-ce que je peux faire quelque chose avec l'ordinateur pour activer le son? Ah, peut-être, oui. Parce que, alors, est-ce que sur Zoom, pour les gens à distance, là, ça voilà, fait... est-ce que vous entendez bien le son ou est-ce qu'il semble lointain? Apparemment, non, c'est bon. Donc, le son est capté comme il faut. Très bien. Alors, merci beaucoup de cette invitation au séminaire Britex. Je me réjouis de participer et d'échanger avec vous concernant ma recherche. Effectivement, le 20 mai 1766, la cérémonie de remise des diplômes clôt l'année universitaire au College of Philadelphia, donc à Philadelphie. La cérémonie se prolonge exceptionnellement cette année-là avec la remise d'une médaille en or au vainqueur d'une compétition littéraire intitulée Mr. Sargent's Prize Medal. Ce concours est organisé par l'université, mais c'est un marchand et un homme politique anglais, John Sargent, qui en est à l'origine. Sargent est un négociant en textile qui fait du commerce avec l'Amérique, mais aussi avec l'Afrique et l'Inde à l'époque. Il est aussi membre du conseil d'administration de la Bank of England et il est député au Parlement. Il a en outre établi des liens avec les élites coloniales de Philadelphie, notamment Benjamin Franklin, qui l'a convaincu d'investir dans la spéculation foncière au-delà des Appalaches. Et enfin, Sargent est agent colonial, donc il représente des colonies, la Pennsylvanie et le New York, auprès donc des autorités britanniques à Londres. C'est donc lui qui a proposé le sujet du prix, qui s'intitule comme suit: The Reciprocal Advantages of a Perpetual Union between Great Britain and her American Colonies. Discuter des avantages réciproques d'une union perpétuelle entre la Grande-Bretagne et ses colonies au printemps 1766, c'est entrer dans la querelle provoquée par le Stamp Act. Et pour mémoire, le Stamp Act est une mesure votée par le Parlement en mars 1765 qui étend aux colonies britanniques l'obligation d'acheter un timbre fiscal pour tous les imprimés et documents écrits tels que journaux, actes notariés, quels qu'ils soient, livres, jeux de cartes, etc. Le montant n'est pas élevé, mais le principe d'un impôt interne décidé par le Parlement a déclenché un large mouvement d'opposition dans les 13 colonies, alors qu'il est accepté, par exemple, dans les colonies antillaises. Et au moment où le concours est lancé en mars 1766, la crise est en train de toucher à sa fin. Le Parlement est en train, effectivement, de voter l'abrogation de la loi, puisque le droit de timbre s'est avéré impossible à prélever du fait de la mobilisation des colons, notamment des fils de la liberté, qui ont exercé une forte pression sur les officiers des douanes.
En outre, le Stamp Act a donné naissance à un début d'union au moins de 9 colonies qui se réunissent dans le Stamp Act Congress à New York en octobre 65 et qui ont adressé des pétitions au roi. Et enfin, les colons ont exercé une pression économique à travers leurs accords de non-importation des marchandises britanniques. Les Américains sortent donc vainqueurs de la crise du Stamp Act et c'est bien le sentiment d'une victoire et d'une confiance en soi qui transparaît dans les mémoires des candidats du concours de M. Sargent. Le conseil d'administration de l'Université de Philadelphie reçoit 9 mémoires au total qui répondent à la question des avantages réciproques de l'union perpétuelle des colonies américaines et de la métropole. Et celui du vainqueur ainsi que 3 autres sont publiés à Philadelphie dès 1766 par les frères Bradford grâce à une souscription publique, puis ensuite réédité à Londres. Il faut signaler tout de suite que la pratique des concours de ce genre est très peu répandue en Amérique. Il n'existe que quelques exemples. Ce prix Sargent est ouvert à tous ceux qui ont été ou qui sont encore étudiants au College of Philadelphia en 1766. Et le vainqueur est un ancien élève issu de la toute première promotion de la fin des années 1750, mais c'est aussi un professeur en exercice. Il s'agit de John Morgan, qui est très connu à Philadelphie. Il enseigne la médecine et fondera d'ailleurs quelques années plus tard la première école de médecine de Philadelphie et des colonies américaines. Les auteurs des autres mémoires publiées sont aussi d'anciens élèves. Et il s'agit de Stephen Watts et de Francis Hopkinson, qui sont tous deux avocats et plus tard membres de l'American Philosophical Society à Philadelphie. Quant à l'auteur du 4e mémoire, on ne connaît pas son nom puisqu'il a souhaité rester anonyme. L'objectif affiché dans la préface et dans le discours de remise du prix par le doyen de l'université est d'encourager l'émulation entre les candidats. Il s'agit donc bien de promouvoir le College of Philadelphia et aussi sans doute de renforcer le sentiment d'appartenance des élites issues d'une université qui est encore au début de son histoire. Cependant, les 4 mémoires publiées, la préface qui les précède et le discours qui est publié aussi, le discours de remise du prix, montrent clairement qu'il y a un autre but qui est aussi poursuivi ici. En effet, ces textes expriment la vision américaine de l'Empire britannique et de la place qui revient aux 13 colonies au sein de cet empire. Un consensus d'ailleurs se dégage en faveur de la résistance au Stamp Act, qui est cautionné et qui est même célébré. Les auteurs des 4 essais ne répondent pas seulement à la question des avantages réciproques de l'Union pour leurs colonies et pour la Grande-Bretagne, mais aussi et surtout à celle des droits des colonies au sein de cette Union. Et c'est l'occasion pour ces membres de l'élite intellectuelle de Philadelphie de coucher sur le papier leur sentiment d'appartenance au monde britannique, tout en affirmant déjà leur spécificité d'Américains. Ce concours nous offre ainsi une sorte d'instantané du sentiment identitaire des habitants des colonies britanniques d'Amérique du Nord au lendemain de la crise du Stamp Act, qui marque le début d'une longue crise qu'on appelle la crise impériale et qui va durer à peu près 20 ans. Il s'agirait ici donc d'en définir les contours de ce sentiment identitaire et de le replacer dans le contexte d'une progressive affirmation de l'américanité au cours de la crise impériale, donc de 1765 à 1783. Je ferai également quelques remarques sur le cadre du concours universitaire comme lieu de la mise en texte du sentiment d'appartenance à l'Empire britannique des colons américains. Comme je le disais, un consensus se dégage de ces 4 mémoires du concours de M. Sargent, du moins les 4 qui ont été publiés. Je ne possède pas les autres. Les auteurs tombent d'accord sur le fait que l'union des colonies américaines et de la Grande-Bretagne est bénéfique aux uns comme aux autres, mais que l'union ne pourra finalement être perpétuelle qu'à condition que les libertés des Américains soient prises en compte par la métropole. On est en droit de s'interroger, il me semble, sur le choix du mot « union » pour décrire la relation coloniale entre la Grande-Bretagne et ses colonies d'Amérique du Nord. Si on se réfère au dictionnaire de Samuel Johnson,
Le mot union au XVIIIe siècle a deux sens. Le premier est l'action de joindre deux éléments pour n'en faire qu'un. On pense bien évidemment à l'Union anglo-écossaise de 1707, qui a vu la fusion effectivement de deux États souverains pour n'en faire qu'un seul, appelé désormais la Grande-Bretagne. L'union, c'est aussi, selon ce même dictionnaire, la bonne entente, une conjonction des cœurs et des esprits. Le lien entre la métropole et les 13 colonies ne correspond donc stricto sensu ni à l'un ni à l'autre. Union, ici, est à prendre plutôt dans le sens de lien, sans que la nature de ce lien soit précisément définie. Et c'est justement là que réside le cœur du problème. La relation entre l'Écosse et l'Angleterre est, par exemple, assez clairement définie, établie par l'acte d'union signé en 1707 par les deux pays, quoiqu'il reste une marge d'interprétation. En revanche, il n'existe pas de document délimitant les droits et les devoirs des colonies et de la métropole, notamment dans le domaine de la fiscalité. Pour les Américains, les chartes coloniales octroyées par la monarchie au XVIIe siècle établissent une fois pour toutes leur liberté, ou on dirait peut-être privilège aujourd'hui, mais ces documents ne sont pas reconnus comme tels par le Parlement britannique au XVIIIe siècle, d'autant plus que ces chartes ont été octroyées par le souverain sans l'aval des parlementaires. Les candidats au prix Sargent vont donc s'efforcer de définir les contours de cette union. Ce qui les unit à la Grande-Bretagne, c'est à la fois des intérêts partagés ou avantages réciproques, pour reprendre la formulation du concours, et c'est une identité commune qu'ils tiennent en héritage de l'Angleterre. Les échanges commerciaux constituent l'élément principal du lien entre la métropole et ses colonies d'Amérique du Nord, selon les 4 mémoires. Tous les auteurs soulignent la complémentarité qui unit les deux partenaires. On a d'un côté les colonies qui fournissent des matières premières et de l'autre la Grande-Bretagne qui exporte ses biens manufacturés. On met en avant la richesse des sols et la diversité des climats des colonies américaines qui constituent un avantage considérable puisqu'elles permettent à l'Amérique de fournir à peu près tout ce dont la métropole a besoin. Et on a comme ça des énumérations de produits, de matières premières, coton, soie, indigo, riz, blé, vin, plantes médicinales, tabac, etc. L'Amérique est en outre pourvoyeuse de produits qui revêtent une importance stratégique pour l'industrie et surtout pour la marine de guerre britannique, tels que le chanvre, qui sert à faire des cordes, le lin, le goudron et bien sûr le bois. Elle est en outre un fournisseur sûr, soulignent les 4 mémoires, contrairement aux puissances européennes qui peuvent décider de stopper leurs exportations en temps de guerre, comme l'a fait un temps la Suède, par exemple. L'Amérique vend également des fourrures et des peaux, du fer, du cuivre, du charbon en quantité. Et enfin, les pêcheries de Terre-Neuve et du Cap-Breton sont citées aussi. Et si la distance pourrait constituer un désavantage pour le commerce transatlantique par rapport au commerce intra-européen de cabotage, on souligne que les ports américains sont tous très sûrs et faciles d'accès. 2 des 4 mémoires appellent même à un accroissement du commerce atlantique pour le bénéfice des deux partenaires. Stephen Watts, qui est le 2e mémoire publié, prend l'exemple du ver à soie que l'on essaie d'acclimater dans les colonies du Sud, en Géorgie notamment, où le climat est, dit-il, similaire à celui des régions productrices en Chine et la latitude la même que celle de l'Égypte. Ce qui est vrai. L'autre versant de cette complémentarité est l'importation de biens manufacturés, donc venus de Grande-Bretagne, notamment des textiles, des outils. Les candidats au concours s'accordent sur le fait que les 13 colonies ne sont pas en mesure, en 1766, de produire tout ce dont elles ont besoin, ces manufactures étant encore trop peu développées. En outre, les productions américaines sont assez grossières, elles n'ont pas la qualité des importations européennes. Ainsi, la Grande-Bretagne pallie la faible production de biens de consommation courante des colonies. Et c'est finalement un avantage pour elle, comme pour ses colonies. Ce système d'échange qui attribue aux colonies le rôle de pourvoyeur de matières premières et de débouchés, qui évidemment n'est pas propre à l'Empire britannique, est valorisé par les candidats au concours dans la mesure où il répond aux exigences du système mercantiliste.
L'Angleterre a effectivement mis en place l'exclusif commercial avec ses colonies sur certains produits dès le XVIIe siècle, comme les autres puissances coloniales d'ailleurs. Cette obligation pour les colonies de ne commercer qu'avec la métropole est bénéfique à l'ensemble de l'Empire, explique John Morgan, qui est le vainqueur donc du concours, car elle réduit les échanges avec les nations étrangères et évite donc d'enrichir les concurrents. Les mémoires des candidats au concours soulignent néanmoins que l'organisation du commerce transatlantique est surtout bénéfique à la Grande-Bretagne. C'est même le principal pilier, d'après eux, sur lequel repose la puissance britannique. La montée en puissance de l'Angleterre à partir du règne d'Élisabeth est décrite comme le résultat de 3 éléments qui se combinent et se complètent. Le développement du commerce, l'essor de la marine et la fondation de colonies. Stephen Watts le résume ainsi: The British trade, the British Navy and the British colonies in America sprung up together. Et un petit peu plus loin, they are the children of the same good policy. Quant à Morgan, qui est donc le vainqueur, lui, il le formule autrement. Il dit: The defense, the strength and glory of Britain principally depend on her navy, and her navy can only be maintained by trade and commerce. Donc, sans les colonies, pas de commerce, au long cours du moins, pas de développement de la marine et donc pas d'enrichissement. Cela est vrai d'ailleurs dans le système mercantiliste établi par les lois de navigation, les Navigation Acts, institués dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui effectivement restreignent le transport des marchandises au sein de l'Empire à des armateurs anglais employant une majorité de marins anglais afin justement d'encourager le développement de la marine. En outre, soulignent nos auteurs des 4 mémoires, le commerce colonial est particulièrement lucratif pour la métropole, du fait que toutes les marchandises venues d'Amérique doivent transiter par un port britannique, toujours en vertu de ces Navigation Acts, et une fois dans ce port, elles doivent acquitter un droit de douane avant d'être réexpédiées dans les autres pays européens. Le trésor britannique s'en trouve grandement enrichi. John Morgan estime d'ailleurs que le commerce avec les 13 colonies et ses fameux droits de douane rapporte plus de 2 millions de livres à la Grande-Bretagne par an. Les matières premières nord-américaines transformées dans les manufactures britanniques, ensuite vendues partout dans le monde, sont la source d'un enrichissement considérable de la Grande-Bretagne, nous dit-il, et c'est ce qui lui permet d'entretenir une marine de guerre puissante. On signale aussi que ce n'est pas seulement l'État, mais c'est tout un peuple d'intermédiaires qui prospèrent en Grande-Bretagne grâce au commerce colonial. Les consommateurs américains, nous dit Morgan, qui achètent des draps de laine britanniques, contribuent finalement à faire vivre les grossistes en laine, les drapiers, les confectionnaires, les marchands, les détaillants, etc. Et donc, pour toutes ces raisons, les échanges commerciaux représentent un avantage réciproque pour les colonies à la métropole, concluent donc les 4 candidats au concours, mais plus particulièrement pour la Grande-Bretagne, qui s'assure ainsi un ravitaillement constant en matières premières et qui plus est à des prix beaucoup plus intéressants que lorsqu'elle les achète à ses concurrents européens. Les candidats passent en revanche très peu de temps sur les avantages du commerce transatlantique et de l'exclusif commercial pour les colonies. Ils les résument finalement à la fourniture de produits manufacturés dont les colons ont besoin, puisque les colonies ne sont pas autosuffisantes dans ce domaine. Le fait que les produits coloniaux jouissent d'un monopole en Grande-Bretagne n'est pas signalé. Cela leur garantit pourtant l'assurance de trouver des débouchés. Le discours de ces 4 colons américains est donc conforme à la doxa amise dans le monde anglophone dans les années 1760. Et c'est Adam Smith qui, 10 ans plus tard, en 1776, viendra remettre en cause cette idée reçue en affirmant que le monopole commercial de la Grande-Bretagne sur les colonies enrichit une petite caste de marchands, mais finalement n'est pas bénéfique sur le long terme à l'économie britannique. Il est intéressant de noter que Stephen Watts prend position contre le développement des manufactures en Amérique du Nord, car cela, d'après lui, remettrait en cause cette complémentarité des économies, des colonies et de la métropole et finalement fragiliserait l'union.
Et en ceci, il s'oppose à beaucoup de ses compatriotes qui jugent au contraire injuste de la part de la métropole de freiner ainsi le développement industriel des colonies. Les candidats au concours n'accusent pas l'exclusif colonial d'être désavantageux pour les colonies, bien qu'ils le voient comme plus avantageux ou avantageux uniquement pour la métropole. Le monopole britannique sur le commerce colonial est pourtant de plus en plus mal vécu en Amérique du Nord, notamment par des planteurs qui accusent les marchands britanniques donc de leur imposer des prix trop élevés sur les importations et des prix parfois trop bas sur la vente de leurs matières premières, le tabac par exemple. Et s'il était en effet avantageux pour les colons d'avoir l'assurance d'écouler leurs marchandises auprès des marchands britanniques tant que leur production ne dépassait pas la demande en métropole, cela est de moins en moins le cas au milieu du XVIIIe siècle, quand le marché britannique est moins en mesure d'absorber une production américaine croissante. Le fonctionnement du commerce transatlantique est donc idéalisé par ces candidats au concours Sargent, qui voient une complémentarité qui est dans les faits remise en cause par l'essor des manufactures dans les colonies du Nord et qui est en outre critiquée par une partie des producteurs américains. Il s'agit en fait, il me semble, moins de peser réellement les avantages commerciaux des uns et des autres que d'établir que le commerce crée un lien solide entre la Grande-Bretagne et ses colonies d'Amérique du Nord. Par ailleurs, le déséquilibre entre les avantages comparés du commerce pour la Grande-Bretagne et les colonies est, d'après les candidats au concours Sargent, compensé par ce qu'ils appellent la liberté civile et religieuse. L'Angleterre a donné la liberté en héritage à l'Amérique, soulignent-ils tous les quatre. L'excellence de la Constitution est un thème récurrent dans les 4 mémoires. Ce système est admiré dans le monde entier, affirme le dernier mémoire, celui de Francis Hopkinson. Et cela est une telle évidence que 3 auteurs sur 4 ne détaillent même pas, en fait. Seul John Morgan précise en quoi ce système politique est exceptionnel. Il dit la prérogative royale connaît des limites garanties au peuple, évidemment au sens de tous les sujets, l'exercice de certains droits, dont celui de ne pas être spolié de ses biens par l'État, c'est-à-dire d'être taxé sans son consentement accordé à travers ses représentants. Les Britanniques et les Américains estiment jouir d'un privilège rare dans un monde dominé par l'absolutisme. Et ce sentiment de l'exceptionnalisme constitue un ciment entre les colons et les Britanniques, du moins du point de vue des Américains. Il s'agit non seulement de la liberté politique d'un peuple qui élit ses représentants, mais aussi de la liberté religieuse et de la tolérance, qui sont vues là aussi comme l'apanage des sujets de l'Empire britannique. Par liberté religieuse, les candidats au concours entendent le droit d'appartenir à l'Église de leur choix, au sein, bien évidemment, du protestantisme, par opposition aux catholiques qui ont devoir d'obéissance au pape. Ces principes, explique le doyen William Smith, ont été transplantés en Amérique. Il le dit dans son discours de remise au prix Sargent. En ces termes, il dit « They have got firm root and are flourishing into immense growth and will bring such an exceptional strength to the general cause of liberty and Protestantism that we trust no power on earth shall ever be able to prevail against their united strength. » Et de son côté, John Morgan attribue l'essor démographique et économique des colonies établies au XVIIIe siècle au bienfait de ce système politique qui garantit leur liberté aux colons. Le troisième ciment de l'union des colonies et de la Grande-Bretagne, après donc le commerce et la liberté, c'est la religion. Et cet ordre, cette trilogie est commun aux 4 candidats. Francis Hopkinson, qui rend un mémoire beaucoup plus succinct que les autres, une sorte de plan détaillé, le résume en une formule « Commerce, Liberty and Religion ». Et comme pour la liberté, les auteurs en fait détaillent peu, ce qui est pour eux et pour leurs compatriotes une évidence, à savoir que le protestantisme lie les Britanniques et les colons et que l'union des uns et des autres ne peut que renforcer le protestantisme face au catholicisme. L'Empire britannique s'est considérablement étendu lors de la guerre de 7 ans, qui s'est soldée par la défaite de la France.
Et nos auteurs ont bien conscience de cette puissance, mais ils estiment que l'Empire et le protestantisme sont menacés par les puissances catholiques françaises et espagnoles. Et ce sentiment de l'exceptionnalisme s'accompagne toujours de celui de la peur d'une conquête étrangère qui signifierait la fin des libertés et du protestantisme remplacé par le despotisme et la religion catholique. La réflexion engagée par le sujet du concours Sargent sur les avantages d'une union perpétuelle donne ainsi lieu à l'expression d'une identité britannique commune, c'est-à-dire un sentiment d'appartenir à une même communauté malgré la distance, fondée sur ce qu'on appelle communément à l'époque donc les libertés anglaises et le protestantisme. Les Américains de Philadelphie qui participent à ce concours se vivent bien comme des Britanniques d'outre-mer finalement. Morgan le professe dès l'introduction de son essai. Il nous dit « I consider myself at once as a Briton and an American ». Nous formons une seule nation et un seul peuple, ajoute Hopkins. Par contre, on peut remarquer que la loyauté envers le souverain n'est, quant à elle, pas totalement absente de ces 4 essais, mais finalement ne constitue pas un élément central de l'identité britannique telle qu'elle est définie par les candidats à ce concours. Le sentiment d'appartenir à une communauté britannique n'interdit pas l'expression de leur identité américaine par les participants au concours Sargent. Pour eux, l'américanité, en fait, procède de la britannicité. L'histoire de l'Amérique, telle qu'ils la voient et qu'ils la décrivent, s'inscrit en continuation de celle de l'Angleterre. La fondation des colonies en Amérique du Nord, à partir du début du XVIIe siècle, est la conséquence de l'essor de la puissance commerciale et maritime anglaise amorcée au siècle précédent. Et ce qui définit un Américain, c'est avant tout le fait que c'est un homme libre, au même titre qu'un Anglais, et qu'il jouit exactement des mêmes libertés. Un Anglais né dans les îles britanniques et un sujet britannique né en Amérique sont animés par le même esprit noble de liberté, affirme ainsi Morgan. Et il ajoute « The rights of Americans are established on the same foundation with those of Britain herself. She cannot violate them without at the same time undermining her own constitution. » Et c'est bien sûr le Stamp Act qui est visé ici sans être nommé. En établissant un impôt direct sur les colons, alors que ceux-ci ne sont pas directement représentés au Parlement, cette loi constitue, aux yeux des auteurs de ces mémoires, une violation de leur liberté. Mais la spécificité américaine est en quelque sorte voilée ou gommée derrière des principes généraux d'égalité et de liberté. L'existence des assemblées coloniales qui revendiquent le monopole du droit de taxer les colons, voire même légiférer, n'est pas du tout mentionnée. La question de la souveraineté du Parlement de Westminster, qui est au cœur de la querelle autour du Stamp Act, n'est évoquée qu'en termes extrêmement vagues. Et finalement, Morgan, qui est le plus engagé politiquement, campe sur les mêmes positions que le gouvernement Rockingham, donc à Londres, qui a fait abroger le Stamp Act tout en faisant voter le principe théorique de la suprématie parlementaire dans le Declaratory Act. Il affirme que les colons doivent se soumettre à l'autorité du Parlement, mais aussi que celui-ci se doit de respecter les libertés des sujets vivant de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire de ne pas les taxer. Le vainqueur du concours préconise également une libéralisation du commerce, sans entrer plus en avant dans les détails. Il a l'air de remettre en question l'exclusif colonial. Les autres candidats au concours se montrent encore plus évasifs, tout en se félicitant de la fin de la crise. Le retour apparent au statu quo ante semble satisfaire tout le monde et permet de laisser croire que l'union entre les colonies et la métropole sera éternelle. Je retiens de ces mémoires soumis au concours Sargent une aspiration des Américains à être considérés comme des égaux des autres Britanniques et une attente vis-à-vis de la métropole pour que celle-ci prenne en compte les intérêts de tous les sujets de l'Empire, où qu'ils résident. La pérennisation de l'Union est souhaitable, mais pas garantie pour les candidats du concours. Elle ne se fera qu'à condition que les libertés de l'Amérique soient reconnues et pour les Américains, cela passe par leur droit de se taxer eux-mêmes au sein de leurs assemblées, ce que la métropole n'est pas prête à leur accorder.
Les candidats au concours Sargent expriment un sentiment largement partagé par les colons américains en 1766, mais aussi bien après. L'attachement à la Grande-Bretagne et à l'Empire reste fort pendant toute la première décennie de la crise impériale, donc de 1765 à 1774-75. Il passe par des manifestations de loyauté à la famille royale, comme l'a montré l'historien américain Brandon McConville, du moins jusqu'à la rupture de 1774-75, causée par les lois scélérates punissant Boston et le Massachusetts suite à l'émeute de la Boston Tea Party. Et ce long prélude à la Révolution américaine qui éclate en 1776, après donc, une crise de 10 ans, peut se lire comme finalement l'histoire du délitement progressif de la britannicité des Américains au profit de l'affirmation d'une identité exclusivement américaine. Pendant cette décennie de crises successives, les colons continuent de professer leur attachement à la Grande-Bretagne et leur volonté de maintenir cette union qui est de fait de plus en plus fragilisée, tout en revendiquant ce qu'ils estiment être leur droit d'homme libre et de Britanniques, tout particulièrement celui de se taxer eux-mêmes. Et on le voit même dans les écrits de Thomas Jefferson, par exemple, son célèbre pamphlet intitulé A Summary View of the Rights of British America, qu'il publie en 1774, ou bien des textes anonymes publiés dans la presse américaine de la même époque. La pensée politique américaine accomplit un long chemin entre 1766 et 1774. L'exclusif colonial est progressivement rejeté, le développement des colonies est de moins en moins attribué à la protection de la métropole, mais uniquement à la ténacité des colons. La constitution britannique est de moins en moins invoquée, puis remplacée par le principe des droits naturels, qui établit que tous les hommes sont libres, pas uniquement les Britanniques. Les Américains commencent donc bien avant 1776 un long travail de définition et d'élaboration de leur identité nationale, qui s'affranchit progressivement de la matrice britannique, en fait anglaise, comme l'ont montré entre autres Ellis Arian Strass et Jack Green. Mais la rupture ne se fait que très progressivement. La posture des candidats de ce concours Sargent, qui expriment leur sentiment d'appartenance à une nation britannique élargie au sein de laquelle ils entendent exercer leur liberté, finalement, sera maintenue quasiment jusqu'à la veille de la déclaration d'indépendance. Au-delà des avantages réciproques, le concours pose la question du futur de cette union et de la volonté des Américains de la maintenir ou non. Et cette question traverse en fin de compte toute cette période du prélude à la Révolution jusqu'à ce que le Congrès de Philadelphie finisse par ne plus voir aucun avantage à l'union des colonies avec la Grande-Bretagne et opte pour la création d'une union, mais entre États américains. Ces mémoires du concours Sargent constituent une mise en texte d'un moment du processus de construction identitaire des colons d'Amérique. Ils sont élaborés dans des circonstances très particulières, celle d'un concours universitaire, qui est, je vous le disais, donc peut-être le seul exemple ou l'un des rares exemples en Amérique. Ce processus implique davantage d'acteurs dans le processus d'écriture et de publication que pour d'autres formes d'expression politique, telles que les pamphlets ou les lettres vertes qui apparaissent dans les journaux. Les 4 mémoires qui sont publiées sont en effet issues d'un processus de sélection opéré par le conseil d'administration de l'université et par son doyen, William Smith. Ce processus est anonyme. Les 9 mémoires soumises comportent une devise et un dessin, mais pas le nom de l'auteur. Et ce n'est qu'après que le jury a élu le meilleur mémoire que l'enveloppe comportant la devise et le dessin est décachetée et que le nom de l'auteur est révélé. Le jour de la remise du prix, seul le nom du vainqueur, d'ailleurs, est révélé. La cérémonie se déroule en présence du gouverneur de la colonie, qui est un membre donc, de la famille fondatrice des Penn, devant également les enseignants et les étudiants, et on peut imaginer la bonne société de Philadelphie. Le vainqueur, donc le professeur John Morgan, lit son essai devant toute l'Assemblée après qu'on lui a remis la médaille. Et son analyse de la relation entre les colonies nord-américaines dans leur ensemble, pas seulement la Pennsylvanie, et de la métropole, reçoit donc une visibilité que beaucoup de pamphlets publiés à la même époque n'ont pas.
Le nom de l'auteur est public, ce qui mérite d'être signalé à une époque où la plupart des publications sont anonymes. Son mémoire est de surcroît publié grâce à une souscription publique à laquelle 190 personnes participent. Et ces gens, ces hommes qui ont commandé un ou plusieurs exemplaires, sont des hommes appartenant à l'élite intellectuelle et politique de Philadelphie. Donc on retrouve le gouverneur John Penn, le doyen d'université William Smith, d'autres professeurs, mais aussi des officiers coloniaux, des médecins, des pasteurs, des imprimeurs, etc. Et il y a quelques personnes qui résident dans les colonies voisines, donc dans le New Jersey, le Maryland et New York, dont le gouverneur du New Jersey, qui à l'époque n'est autre que William Franklin, donc le fils de Benjamin. 3 mémoires avaient été dans un premier temps mis de côté pour une seconde lecture, tandis que les autres étaient éliminés. Et c'est à l'issue de cette seconde lecture que celui de Morgan a été lu vainqueur à l'unanimité, d'après la préface de la publication. Et ce sont ces 3 mémoires, plus celui de Morgan, qui sont publiés sur proposition du jury, donc du comité d'administration, qui souligne bien qu'ils ont tous des qualités. Enfin, le 4e n'a pas fait l'objet, lui, de ce processus de sélection. Donc, je vous disais, c'est une sorte de plan détaillé qui a été ajouté dans la publication à la demande de son auteur, Hopkinson. Quant aux mémoires des perdants, ils auraient pu être acceptés si leurs auteurs en avaient exprimé le souhait, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est peut-être un peu dommage pour nous. La définition du sujet par John Sargent et son acceptation par l'université interviennent également dans la fabrication de ces essais. C'est une contrainte que les auteurs de pamphlets, par exemple, ne connaissent pas. Les candidats abordent néanmoins le même sujet, chacun à sa manière. Morgan, par exemple, dresse la liste des avantages de l'Union pour la Grande-Bretagne, puis pour les colonies, la deuxième partie étant beaucoup plus courte, et puis enfin, il en arrive aux conditions auxquelles l'Union survivra dans une troisième partie. Watts, quant à lui, commence par un rappel de l'histoire de l'Angleterre depuis le XVIe siècle, avant d'évoquer les avantages réciproques de façon un peu pêle-mêle. Et comme l'auteur du 3e essai, il prône le développement du commerce atlantique en remplacement du commerce intra-européen. Donc, au-delà du consensus pour le maintien de l'Union, les auteurs ont donc des approches qui divergent un tant soit peu les unes des autres. Il me semble, en train de nous demander sur quels critères le jury a opéré son choix. Il s'agit d'un concours littéraire, mais le sujet est évidemment politique. Le vainqueur, John Morgan, est non seulement professeur dans l'Université de Philadelphie, mais c'est aussi celui qui prend le plus ouvertement position pour la défense des libertés des colons d'Amérique. Il énonce clairement que l'Union ne survivra qu'à condition que la métropole les respecte, ses libertés. Son approche du sujet est donc tout à fait en phase avec celle du doyen, qui est par ailleurs son collègue. Effectivement, dans son discours, William Smith, le doyen, pose comme principe que le Stamp Act constituait une violation des libertés des Américains par le Parlement et cautionne donc ainsi implicitement la résistance qui est en train de se terminer. Il met aussi en avant que la liberté et la religion sont les 2 piliers de l'enseignement prodigué au College of Philadelphia et 2 fondamentaux de l'identité des colons britanniques d'Amérique. Les mémoires publiées dans le cadre du concours organisé par l'Université de Philadelphie en 1766 s'apparentent donc aux pamphlets par leur contenu, mais constituent une forme d'expression inhabituelle en Amérique du Nord. Les auteurs sont contraints par le contexte du concours et par le regard du conseil d'administration du jury sur leur travail, si bien qu'on peut les soupçonner d'avoir peut-être appuyé plus qu'il ne l'aurait fait dans d'autres circonstances sur les avantages réciproques qui lient les colonies à la Grande-Bretagne. Force est de constater néanmoins que les idées qu'ils avancent sont communes à de nombreux autres textes publiés aussi bien en Amérique qu'en Grande-Bretagne à l'époque et plus tard. Ils font d'ailleurs référence assez régulièrement à des auteurs qu'ils ne nomment pas, ce que l'un d'eux nomme des commercial writers, la seule citation précise étant les Cato's Letters, qui sont des publications du début du XVIIIe siècle par les radicaux anglais John Trenchard et Thomas Gordon.
Les auteurs des contributions au concours Sargent appartiennent à un univers mental commun aux Britanniques et aux Américains, et de nombreux éléments de leurs textes se retrouvent d'ailleurs dans la littérature pamphlétaire britannique tout au long de la crise impériale, longtemps après le concours Sargent. Par exemple, la conviction que le système politique né de la Glorieuse Révolution est inégalable et indépassable. Finalement, la décennie qui suit le Stamp Act a vu la fabrication de principes et de convictions propres aux Américains. Et cette culture politique américaine reste fortement influencée par la culture anglaise à la fin du XVIIIe siècle, mais elle est très différente de celle des 4 mémoires du concours Sargent. Comme l'a souligné John Adams, qui donc a été l'un des pères de cette révolution de la nation américaine, cette révolution était faite dans les esprits avant 1775. Et le concours Sargent en constitue finalement en quelque sorte l'étape numéro 1. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florence Petrov pour cette présentation. Alors à présent, on va passer directement à Bertrand Van Rumbek. On va changer de perspective sur les États-Unis en changeant de continent. Bertrand Van Rumbek est professeur de civilisation américaine à l'université de Paris 8. Il a récemment publié L'Amérique avant les États-Unis, une histoire de l'Amérique anglaise, 1497-1776, chez Flammarion en 2016, et Histoire des États-Unis de 1492 à nos jours, chez Talandier, et il a été republié, réédité cette année. Il prépare actuellement 2 ouvrages sur la Révolution américaine pour Talandier et CNRS Éditions. Et aujourd'hui, Bertrand Van Rumbek nous ramène donc en France, en 1784, pour observer la Révolution américaine, comme dans la présentation de Florence Petrov. Bertrand Van Rumbek va nous parler d'un concours, celui proposé par l'Académie de Toulouse, pour examiner la première mise en récit, on pourrait dire, de la Révolution américaine en français. Et je vous laisse la parole. Merci Émilie, et merci aux organisateurs et aux animateurs de ce séminaire pour cette invitation. Chacun sait que je suis toujours très heureux de venir chez vous, vous rencontrer, et donc merci infiniment. Donc je vais vous parler donc d'un concours qui est organisé par l'Académie qu'on appelait les Jeux Floraux en 1784 sur la Révolution américaine. Alors, cette communication a fait partie d'un sujet de recherche plus global sur les concours organisés par les académies en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et je m'intéresse particulièrement aux concours qui ont trait à l'Amérique ou aux Amériques, à la colonisation, l'esclavage et la naissance des États-Unis. Alors, un mot d'abord sur les outils en fait, de cette recherche. Alors, il y a peu d'études sur les concours, d'une manière générale. La plus importante est celle d'un moderniste qui s'appelle Daniel Roche, Le siècle des Lumières en province, publié en 78, ça me marque, publié en 78 et réédité en 89. Et c'est vraiment le classique sur les académies provinciales, sur tout le XVIIIe siècle. Et il a une partie donc, en fin de livre sur les concours. Il y a un Américain, Jeremy Caradona, qui a écrit une étude, en fait c'est une thèse soutenue à Princeton en 2010, qui a été publiée Princeton University Press en 2012, qui s'appelle The Enlightenment in Practice, Academic Prize Contest and Intellectual Culture in France, 1670 et 1794, donc sur tout un long 18e. Et c'est tout. Sinon, il existe des articles sur quelques concours. Enfin, il y a des concours qui ont beaucoup marqué, bien sûr, le concours auquel répond Rousseau en 1750 à Dijon, qui est vraiment la star des concours. Et comme disait Rousseau à l'époque, c'est pas le concours qui m'a fait connaître, c'est moi qui ai fait connaître l'Académie de Dijon. Et c'est un peu vrai pour nous actuellement. Et donc, les études plus anciennes, souvent régionales, ils ont une histoire de l'Académie publiée au 19e ou au 20e siècle, à peu près pour toutes les académies. Quant aux archives, ça dépend des académies en fait.
Certaines archives sont dans les académies. C'est le cas à Marseille, par exemple, à Toulouse aussi, ou elles sont déposées aux archives départementales, ou alors dans les bibliothèques municipales. Donc, les archives ces archives des académies peuvent être assez complètes, voire à l'inverse très lacunaires. Et comme souvent, cela dépend du secrétaire de séance et la manière plus ou moins détaillée dont il prend les notes. Et puis, il y avoir des vides. Par exemple, l'Académie de Pau, c'était une mauvaise surprise pour moi, mais dans le registre, il n'y a rien entre 1757 et 1776. Et ce n'est pas une question de conservation, parce que c'est noté dans le registre que la personne qui reprend en 76 s'étonne qu'il n'y ait pas eu de prise de notes depuis 20 ans. Et il y a également une autre source qui complète, c'est la presse régionale, que l'on trouve dans les bibliothèques municipales. Donc, c'est des sources que j'ai utilisées pour ce concours à Toulouse. Alors, je vais vous parler d'abord, d'une manière générale, ce concours, le mécanisme du concours, qu'est-ce qu'il représente dans la France du XVIIIe siècle, et ensuite on fera un focus, bien sûr, sur celui de Toulouse. Alors, Daniel Roche, donc l'historien dont je parlais, évoque, lui, je cite, une olympiade permanente de l'esprit, qui répond à la mission première des académies et des sociétés savantes, à savoir, je cite, favoriser la montée des talents, assurer le triomphe des Lumières et avancer le progrès des lettres, sciences et arts. Alors, il existait 32 académies en France et une multitude de sociétés d'agriculture, sociétés d'émulation, on les appelait aussi, et sociétés littéraires variées. Collectivement, elles ont organisé 48 concours lors de la première décennie du XVIIIe siècle, et ce chiffre s'envole au cours du siècle, puisqu'il y a plus de 600 concours organisés dans les années 1680 et 175 simplement à Paris. Et plus de 2000 concours se tiennent tout au long du XVIIIe siècle. Et un autre reflet de ce succès oublié, sauf on pourrait penser, et ça m'amusait d'y songer de manière un peu anachronique au concours, on est habitué en France au concours, hein, et ça vient à mon avis de cette mode, de cette presque frénésie de l'époque, hein, on estime à 15 000 le nombre de participants sur tout le siècle. Alors, précisons que les académies sont supprimées en 1793. Hein, c'est pour ça que la période s'arrête à cette date-là. Les sujets de concours. Alors, sur quoi portent-ils? Alors, les sujets se diversifient au cours du XVIIIe siècle, surtout à partir de 1760, année où toutes les académies, pratiquement, ont un concours, voire plusieurs, pour certaines par an. Alors que sous Louis XIV, les concours servent à le glorifier, à partir de 1750-1760, les sujets s'inscrivent dans des domaines très divers. La médecine, les sciences, l'agriculture, l'urbanisme, l'aérostatique, les lettres, l'histoire, surtout régionale, la philosophie, la géographie, la morale et des questions de société. Sans oublier les concours libres, dits libres, c'est-à-dire sans sujet ou sujet libre, les concours de poésie, très importants bien sûr, et les éloges aussi, qui peuvent être organisés sous la forme d'un concours. Alors, je vais vous donner des exemples de sujets parmi mes favoris. L'Empire de la mode, Académie française en 1750. Le meilleur projet de nettoiement des rues de Paris, 1780. Les avantages de l'inoculation et comment l'administrer, Toulouse en 72. Celui-ci est formidable. La passion du jeu, Académie française, 1751. Celui-ci est parfait pour le Brexit. L'histoire, la physique, la géographie ancienne et moderne fournissent-elles les connaissances suffisantes pour établir que l'Angleterre fait partie du continent? Amiens, 1751. Celui-ci est pas mal. Sur le cerveau d'un cochon, Bordeaux, 1719. Allez-y. De l'utilité des bibliothèques publiques. Intéressant ça, 1746. Est-il plus facile d'éclairer les hommes que de les conduire? Pau, 1759. Le mépris des richesses est le plus solide de tous les trésors. Pau, 1730. Est-il plus utile d'étudier les hommes que les livres? Dijon, 1757. Comment empêcher les cheminées de fumer?
Bordeaux, 1780. Vous voyez, c'est un côté, C'est on parle de la philosophie, un côté très pratique. L'amour de la gloire, Pau, 1740. Ça, c'est dans le style de Montesquieu, de Monte Cristo. Les malheurs attachés à la vengeance, Académie française, 1749. Enfin, un sujet, nous le disions, peut être un personnage. Vergennes est l'objet d'un concours à Amiens en 1788. Franklin est aussi l'objet d'un concours à Marseille, à Paris. Christophe Colomb aussi. James Cook ou Jacques Cook à Marseille. Alors, le mécanisme de concours, parce que tout ceci, eh bien, vous imaginez, avec 600 en 10 ans, est bien rodé. Un sujet peut être proposé par un membre associé ou extérieur de l'Académie qui le finance, aussi par son bienfaiteur, un noble de la province ou l'intendant, ou par un comité interne à l'Académie. Il est annoncé dans la presse et dans les réseaux épistolaires des académiciens, au sein, plus largement, de la République des lettres. Les mémoires doivent être rédigés en français ou en latin, et la longueur du mémoire, si spécifiée, est mesurée par le temps de lecture. Pour le concours de Rousseau, de Roussillon, 1750, il fallait lire le texte en une demi-heure. Ah ouais. Les mémoires sont anonymes. Hein, on a vu, hein, reconnaissables par une devise en latin, placée en haut de l'essai, et dans une enveloppe avec le nom et l'adresse de l'auteur. Alors le problème, c'est que les enveloppes étaient détruites, hein, donc on ne peut identifier les concurrents que s'ils gagnent ou publient leur mémoire, ou parfois ils sont mentionnés dans les registres. Ils ne devraient pas l'être. Alors le nombre de mémoires reçues, assez peu en fait, par concours, sauf exception. Hein. Pour le concours de Toulouse, hein, dont je vais vous parler, 3 mémoires identifiées, le plus souvent entre 5 et 10, parfois 15, voire plus, très exceptionnellement. Hein. Lyon a un concours sur les moulins, il y a 35 réponses. Un autre en aérostatique, 99 réponses. Et toujours à Lyon, un concours sur les conséquences de la découverte du Nouveau Monde, sur lequel j'ai aussi travaillé, 40 mémoires. Ça, c'est des concours phares. Ajoutons que l'Académie peut aussi rédiger ce qu'on pourrait appeler un rapport du jury, dans lequel les académiciens expriment leurs opinions sur les mémoires et justifient si la couronne a été attribuée ou non. Pour son concours sur les conséquences de la découverte de l'Amérique, proposé plusieurs fois de 1780 à 1787, l'Académie de Lyon rédige un texte intitulé « Coup d'œil sur les 4 concours qui ont eu lieu en l'Académie des sciences, belles-lettres, arts de Lyon », dans lequel les concurrents, dans l'esprit d'une Olympiade, sont qualifiés d'athlètes. En l'occurrence, puisqu'aucune couronne n'a été décernée, je cite, de faibles athlètes. Alors, au risque de choquer les étudiants présents parmi nous, je ne peux me retenir de vous donner des exemples de commentaires tirés des rapports de jury qui montrent la sévérité des académiciens, pour qui l'éloquence, le style et la clarté du raisonnement, bien sûr, sont des critères impérieux. Alors, je cite, « Dialogue ridicule, expression basse, comparaison puérile, expression puérile, comparaison de laquais, comparaison mécanique, mémoire triviale doit être considérée comme nulle, bouffissure dans le style et inconséquence dans les idées, faiblement pensé, faiblement écrit. Les fautes d'orthographe sont celles qui m'ont choqué le moins. Fatras indigeste, style commun. » J'arrête. Alors, qui participe? Tout le monde. Les artisans, les membres du clergé, les nobles, les juristes, les hommes de lettres, les savants, les médecins, les littérateurs, mais pas de grands philosophes en général. Rousseau pourrait paraître une exception, mais il est devenu connu suite à sa victoire à Dijon. Les philosophes répondent et se font publier, mais sans participer. C'est une occasion de briller, en fait, sans participer spécifiquement. C'est le cas de Condorcet, par exemple, qui publie en 1786 de l'influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe, mais qui participe à aucun concours, et qui dédie d'ailleurs son texte à Lafayette. D'ailleurs, il y a un lien, forcément, avec puisqu'il le publie en 86, avec la question de Toulouse, dont je vais vous parler, de 84. Alors, de futurs révolutionnaires, alors jeunes et inconnus, y participent, pour se faire un nom, justement, ou tenter de se faire un nom. Robespierre,
Brissot, Marat, ou encore moins connu mais vainqueur du concours de Toulouse dont je vais vous parler, Jean-Baptiste Maille. Il est à noter que certains révolutionnaires nourriront un mépris, voire haine, envers les académies, peut-être du fait de n'avoir pas remporté de concours, hein, qui sait, d'où la suppression des académies en 93. Résonance des concours. Ces derniers lancent en fait des débats où focalisent l'attention du royaume sur une question du moment qui préoccupe le public lettré. Ils jouaient un rôle important au sein de la République des lettres, voire de l'Europe, enfin au niveau de la France, voire de l'Europe, au-delà du gain personnel des vainqueurs en termes de gloire littéraire, scientifique ou philosophique, et au-delà du gain de réputation acquis par une académie qui propose un sujet qui attire l'attention du royaume, voire de Versailles même. Assurément, un concours qui mobilise l'attention fait la renommée de l'académie. Alors, voyons Toulouse en 1784. Alors, 1784, on l'a oublié, mais est une année de festivité dans toute la France. On fête la paix, la victoire, voire l'indépendance des États-Unis. Mais celle-ci se situe en retrait, même si elle nourrit une réflexion intense dans les cercles lettrés, par rapport à la revanche des armes françaises du désastre de 1763. Et bien sûr, en retrait par rapport à la glorification de Louis XVI. Parler de l'indépendance des États-Unis, c'est glorifier Louis XVI quand on lit ces textes. Yorktown, la victoire franco-américaine d'octobre 1780 en Virginie, le traité de paix de 83 et l'indépendance des États-Unis, que j'écris sans tiret et avec un U minuscule, permet en effet de vanter les mérites des armées de la flotte française et la bienveillance de Louis XVI. Car de nos jours, je dis ça surtout pour les étudiants, on associe Louis XVI à la Révolution française, à Varennes, voire à son procès. Mais en 1784, il est perçu comme un roi sage, instruit, bienveillant, voire libérateur. Et j'ajoute, car nous le verrons, on peut glorifier Louis XVI en 1784 et voter sa mort en 1793. Alors, les provinces et les villes de France participent donc pleinement aux célébrations. C'est le cas de Toulouse. En janvier 1784, un certain Bonaventure Racine, professeur d'éloquence au Collège de Toulouse, publie un discours de 80 pages sur la paix de 1783. Je cite, « La révolution qui s'est opérée sous nos yeux est une de celles dont les fastes du monde doivent immortaliser le souvenir, annonce-t-il. » Il poursuit, « Les colons opprimés se défendent d'abord par la patience et les larmes, première ressource des infortunés. » Alors, l'idée de la patience que l'on retrouve dans le préambule de la Déclaration d'indépendance, telle a été la patience des colonies, écrit Jefferson en 1976. Puis il reprend des colons menés par Washington qui dirige avec une sagesse incroyable les forces de la République naissante, affermit chaque jour sa puissance et la conduit insensiblement à la gloire. Donc Washington, qui devient un héros dans la France des années 1780, c'est bien connu, alors qu'il fut décrié dans les années 1750 après avoir laissé un chef indien tuer un officier français. Sans oublier le brave Lafayette, héros cher à l'Amérique et plus cher encore à la France qui t'a donné le jour, dit ce Bonaventure Racine. Et il termine son discours par un emphatique « Américains, désormais vous êtes libres ». Alors, on retrouve le même ton dans la presse. Il n'y a qu'un seul journal à Toulouse, dans ces années, qui s'appelle Les Affiches, qui est un hebdomadaire lancé en 1775, donc tout récent, et qui publie régulièrement des articles et des poèmes contre la Grande-Bretagne, en faveur des patriotes américains, à l'appui des armées françaises et à la gloire de Louis XVI. Alors en 1781, les Affiches publient une ode à Louis XVI, par exemple. L'année suivante, suite à la victoire franco-américaine de Yorktown, le journal annonce que, je cite, « La France a battu ceux qui criaient être invincibles et qui se vantaient d'être les arbitres de l'univers et qui se trompaient. » C'est le Britannique. En 1783, le journal fête Washington, dont le nom déjà célèbre avant la guerre est devenu un nom national. La même ferveur pour la cause américaine saisit l'Académie des Jeux floraux. En 1778, l'année de la signature des traités d'alliance entre la France et les États-Unis, est présentée à l'Académie une ode aux insurgés, dans laquelle l'auteur s'engage à se rendre au temple de la mémoire pour y graver le nom de Washington. Alors, je préviens,
quand je citerai ses odes, ses poèmes, ce n'est pas de la très grande poésie. Mais bon, je préviens. En 1784, l'Académie royale de peinture, de sculpture et d'architecture de Toulouse, donc une autre académie, organise aussi un concours sur l'indépendance des États-Unis. Donc on a 2 concours la même année dans cette ville, et les succès des armées françaises. Et le vainqueur est Jean Suau, et son tableau s'intitule « L'allégorie de la France libérant l'Amérique ». Tout est dans le titre. Et il représente une France royale, offrant la liberté à un Américain, incarné par un Amérindien à genoux. Rappelons que le mot américain jusqu'à la Révolution signifie amérindien, on parle même de naturels américains, et que le sens en fait change pendant la Révolution. Donc, ce concours de Toulouse. Alors, c'est dans ce contexte d'euphorie pour la cause américaine et la victoire française, à la fois en France et à Toulouse, que le concours de l'Académie des Jeux floraux s'inscrit. Cet ancien nom, Jeux floraux, vient des récompenses qui portaient des noms de fleurs. On gagnait une violette, une églantine, un lys, d'argent ou d'or. Comme tout sujet de concours, il faut prêter grande attention au libellé. Celui-ci est grandeur et importance de la révolution qui vient de s'opérer dans l'Amérique septentrionale. C'est le sujet. Deux choses sont à noter. La formulation même appelle à une glorification de la révolution américaine. Nulle question de faire de l'antithèse si on veut plaire aux académiciens. 2, le terme Amérique septentrionale, qui ne signifie plus Nouvelle-France, comme depuis plus d'un siècle, mais les 13 colonies, voire États-Unis. Donc on observe un déplacement et une réduction géographique du terme aux seuls États-Unis. Les États-Unis sont déjà l'Amérique du Nord, en fait. Donc ce concours de Toulouse est tellement dans l'air du temps, avec un timing et une formulation parfaite, qu'il est remarqué à Versailles. Le ministre Vergennes, donc architecte de l'alliance entre la France et les colonies nord-américaines de 78, félicite les académiciens d'avoir choisi un sujet, je cite, noble, intéressant et à la hauteur de cette célèbre société, formulé avec simplicité et précision. Vergennes propose même d'ajouter 750 livres au tournoi de sa poche au prix, pour un montant total de 1200 livres, ce qui est une belle somme pour un prix académique. Beaucoup étaient autour de 500, 200, 300. Dans le post-scriptum de sa lettre aux académiciens, il conclut « Je vous prie, messieurs, de faire observer à ceux qui concourront pour le prix qu'en traitant le sujet de la paix, il ne doit être question que de rendre publique la sagesse et la modération du principe et des vues de Sa Majesté. Tout autre éloge, accessoire, doit être proscrit. Les ministres ne doivent prétendre à d'autres gloires qu'à celles qui résultent de leur fidélité à remplir les intentions de leur souverain. » Phrase qu'on pourrait adapter à une république. Les académiciens, non seulement remercient chaleureusement Vergennes pour son soutien, mais liront en séance une ode à M. Vergennes, rédigée pour l'occasion. Alors, très malheureusement, les mémoires envoyées à ce concours ne sont pas dans les archives de l'Académie, et les registres de l'Académie ne donnent pas le nombre de participants, encore moins leur nom, juste celui du vainqueur. Si on est habitué aux archives, on sait qu'on peut trouver le gros lot comme rien du tout. Enfin, il y a toujours quelque chose d'intéressant, bien sûr. Alors, on peut cependant identifier 3 concurrents. Le lauréat, Jean-Baptiste Maille, qui s'écrit M-A-I-L-H-E. Le second, un certain Chevalier de Lande. Alors, tous les deux, parce qu'ils ont publié leur mémoire. Et un troisième, un certain monsieur Niel de Brioude, qui est un avocat demeurant rue des Augustins à Toulouse, parce qu'il a adressé le sien à Franklin en avril 84. Donc, 3 mémoires pour une question difficile ne doit pas paraître surprenant, car comment apprécier l'impact d'une révolution, par ailleurs lointaine, qui vient de se produire? En 1784, c'est un sujet difficile. Alors, donc, on ne sait rien du chevalier de Lande, autre de ce qu'il nous dit dans son mémoire. Il se présente comme capitaine du régiment de Brest, donc c'est un militaire, et correspondant du musée de Paris, dans le sens de société savante. Il dit aussi ne pas avoir eu le bonheur de combattre sur le sol américain,
mais qu'il a eu cependant l'honneur de participer à la grande querelle entre l'Angleterre et l'Amérique en combattant au siège de Gibraltar. Donc, il y a une tentative franco-espagnole de capturer Gibraltar en 79, dont il publia un récit, Histoire du siège de Gibraltar, qui est à la Bibliothèque nationale, il existe toujours. À l'inverse, mais c'est tout ce qu'on sait sur ce Deland. À l'inverse, Jean-Baptiste Maille est une figure connue de l'Académie toulousaine, mais aussi des historiens de la Révolution française. Et il est possible, tout comme passionnant, de reconstituer sa vie et sa carrière littéraire et politique. Alors, Maille est d'abord ce qu'on peut appeler un champion local du concours. Il a gagné toute une série de prix à Toulouse, avant, très souvent, d'en devenir membre. Parce que c'est en général, c'est la voie royale, si je puis dire, pour entrer à l'Académie, c'est gagner des concours. Donc, il est né en 1752 dans un petit village des Hautes-Pyrénées et a étudié à Tarbes, puis à Toulouse. En 1777, il est présenté à l'Académie des Jeux Floraux comme licencié en droit et gagne un premier prix, une violette d'argent, pour son poème intitulé « Charles II et la restauration de la monarchie anglaise ». Notons, point important pour la suite, que Maille il condamne toute révolution, écrivant que le plébéien fanatique, intraitable, de révolution toujours insatiable, toujours impatient contre le joug des lois, apprenne que Dieu seul est le juge des rois. Donc ça, c'est en 77. À peine un an plus tard, et 6 mois après le traité entre la France et les 13 colonies, donc en août 78, Maille écrit à Benjamin Franklin, en France depuis décembre 76, pour partager avec lui, je cite, « l'horreur qu'il conçut il y a très longtemps contre la tyrannie des Anglais et le bien fondé de la cause américaine. » Il poursuit sa lettre par un éloge de Washington et de Franklin lui-même. Maille mentionne un texte de sa plume qu'il souhaiterait que Franklin lise, mais son titre n'est pas indiqué. Maille remporte des prix à l'Académie de Toulouse quasi annuellement. En 79, pour un poème sur la prise de La Rochelle, allusion au terrible siège sous Richelieu en 1629. Un autre la même année pour un poème sur le père nourricier d'Henri IV, selon la légende d'un berger. Dans les années 1760 et 70, en fait, il y a une mode encouragée par Versailles qui consiste effectivement à écrire sur Henri IV ou à le représenter sur des tableaux. En 1768, par exemple, La Rochelle propose un concours sur Henri IV. Et en 63, l'Académie française en avait organisé un sur son ministre Sully. Donc, il est vraiment dans la mode du moment. Hein. En 1780, Maille écrit un poème sur le comte d'Estaing, amiral de la flotte française victorieux des Anglais. Et l'année suivante, très intéressant, il remporte une églantine d'or, donc la plus haute récompense, pour une ode sur Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette. Donc clairement, Maille n'est alors, nous sommes en 1780, ni un rebelle, ni un révolutionnaire. En 84, année du concours sur la Révolution américaine, Maille est donc très connu des académiciens. C'est déjà un champion, ayant été couronné plusieurs fois. Sans aucun doute, il est au seuil de l'Académie. Et d'ailleurs, sans surprise, en 85, un an après avoir remporté le concours sur la Révolution américaine avec une autre églantine d'or, il sera admis au sein de l'Académie. On ne peut surestimer l'importance d'une telle reconnaissance pour un avocat d'origine modeste. Les académies ne comptaient que 30, voire 40 membres, ce qui est un tout petit nombre pour une ville comme Toulouse, Marseille ou Lyon. Outre leur prestige, particulièrement dans le cas de celle des Jeux Floraux, qui est une académie très, très ancienne, les académies étaient donc des cercles très exclusifs. Donc, incontestablement, Maille sait mener sa carrière et promouvoir ses écrits et mérites. En mai 1784, il envoie son texte sur la Révolution américaine à Washington, en personne, qu'il appelle le Cincinnatus d'Amérique, donc l'image est déjà en vogue, et exprime son admiration pour la Révolution. Washington lui répond poliment, en s'excusant de pouvoir apprécier son mémoire, faute de ne pouvoir bien lire le français. Donc Maille fait ensuite carrière à l'Académie. En 87, il est nommé sous-modérateur, qui est l'équivalent de vice-président. Et en 89,
il remporte un autre prix pour un poème sur l'esclavage. Mais alors que la tempête révolutionnaire approche, il quitte discrètement et soudainement l'Académie. Son absence non expliquée est mentionnée dans les registres. Lorsque, par exemple, en avril 1791, l'Académie dit n'avoir ni argent ni endroit où se réunir, donc la fin est proche, Maille était déjà parti. Et il fait de même avec les francs-maçons. Il avait rejoint une loge en 1974, mais la quitta soudainement en 1984. Donc Maille est un habile, voire talentueux opportuniste, qui a utilisé sa plume pour obtenir la reconnaissance littéraire et sociale à laquelle il aspirait à Toulouse. Et la Révolution française lui donne l'occasion de se faire un nom à Paris. Donc très rapidement, il devient membre de l'Assemblée législative en 1991, puis de la Convention en 1992, enfin membre du Conseil des 500 en 1995. À la Convention, il vote la mort du roi en janvier 1993, mais il va survivre à la Révolution et à l'Empire et sera exilé comme régicide sous Louis XVIII, mais pas très loin, hein, à Bruxelles. Et il reviendra en France en 1830, décédant en 1834. Alors, qu'est-ce que réfléchir sur la Révolution américaine dans les années 80? Alors, les deux mémoires, dans leur première partie, racontent la Révolution américaine et les auteurs sont, je trouve, assez bien informés. Rappelons qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'histoire de la Révolution américaine. Il y a un extrait de l'histoire des deux Indes de Raynal qui s'intitule La Révolution d'Amérique, publié en 80. Il y a un autre texte d'un publiciste qui s'appelle Hilliard d'Oberteuil, sur Essai historique et politique sur la Révolution d'Amérique septentrionale, mais ils sont publiés avant l'indépendance des États-Unis. Là, nous sommes en 84. Donc, on peut voir presque toute la Révolution, disons en tout cas, et la naissance des États-Unis, mais avant, et c'est très important, j'y reviendrai, avant la Constitution de Philadelphie. Et la seule qui existe en français à l'époque est celle de François Soulès, S-O-U-L, l'accent grave S, qui est publiée en 1785 et intitulée Histoire des troupes de l'Amérique anglaise. Donc en fait, on peut saisir le moment où on commence à mettre en perspective la Révolution américaine en France, une fois que l'indépendance des États-Unis est acquise. Alors c'est une très belle photographie donc pour nous. Donc quelles sont les grandes idées défendues dans ces deux textes? Celui de Deslandes et de Maille, et qui contribue à cette première mise en récif en français de la naissance des États-Unis. Tout d'abord, il est très important d'être clair sur ce point. En 1784, les articles de la Confédération sont en place depuis 1781. Il n'y a pas encore de constitution fédérale, bien sûr, rédigée en 87. Donc les États-Unis sont donc gouvernés par le Congrès et chaque État conserve sa souveraineté. C'est très important de garder à l'esprit, sinon on pense qu'ils sont tous hors sujet, ceux qui écrivent en 84. Vous allez voir ce qui va suivre. Donc les institutions états-uniennes sont encore loin d'être figées, hein. Donc le concours Toulouse nous permet de saisir les États-Unis de France avant la véritable naissance des États-Unis avec son État et ses institutions fédérales. Alors, sans surprise, les auteurs de l'époque mettent en avant les grands personnages de l'Amérique et de la Révolution, bien sûr. C'est d'ailleurs toujours la même trilogie. William Penn, ce qui est fascinant, il est toujours mentionné dans les années 1780, donc un siècle après la fondation de la Pennsylvanie. George Washington, bien sûr, et Benjamin Franklin. Parfois, John Adams apparaît, mais jamais, jamais Thomas Jefferson. Peut-être est-il trop jeune. Deslandes, par exemple, sur Penn, un homme bon et juste qui a apporté à l'Amérique ses vertus. De toutes les innovations religieuses, le quakerisme fut la seule qui n'ordonna pas la persécution. Maille, l'idée de guerre répugne à l'idée de commerce parce que l'une est un art destructeur et l'autre un art nourricier. Les nations étoufferont leur haine pour adopter le plan de cette République des frères, dont le célèbre Penn a prouvé la possibilité dans une petite contrée. Donc Penn, le pacifiste, qui place le commerce avant la guerre, et les Américains qui sont assimilés aux Quakers, ce qui est typique de l'époque en France. Franklin, qui est en France depuis 1976, et c'est un comble, est lui-même décrit comme un bon, honnête et frugal Quaker, alors qu'il était tout sauf cela, qu'il combattait les Quakers en Pennsylvanie d'ailleurs, à commencer par les descendants de Penn, qui étaient toujours propriétaires de la colonie. Car dans la France du moment, on déteste les puritains,
persécuteurs, fanatiques, intolérants. Et on vénère les Quakers, les Pennsylvains, comme on les appelle à l'époque, et on vénère Penn, qui est à la hauteur d'un législateur antique. D'ailleurs, je lance une idée, il serait d'ailleurs très intéressant de faire une journée d'études sur Penn, l'image de Penn, en fait, de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe. On le trouve vraiment partout. Alors, plus intéressant sans doute, les auteurs, donc deuxième point, soulignent à juste titre, ça m'a véritablement frappé, la difficulté de l'union des colonies. They don't take it for granted, pour être clair. Chez DeLand, c'est un Américain qui parle, mais il fait la même chose. Il fait parler un Américain. Donc l'Américain, il dit dans le texte de DeLand, à propos des Européens, réunis par la nature dans de petits espaces, ils s'entendaient facilement. J'ai envie de dire, façon de parler quand même, c'est juste après la guerre de 7 ans, enfin bref. Et nous, Américains, jetés ça et là sur un continent immense, divisé même par l'intérêt, il fallait pour ainsi dire un miracle pour nous rapprocher, pour faire de toutes nos volontés une seule volonté, de toutes nos tribus une seule nation. DeLand poursuit, toujours sous la voix de cet Américain, chaque république a fondé sa constitution particulière. Le Congrès a fondé le système général de leur union. Remarque très juste, où les États ont rédigé une constitution sur l'invitation du Congrès en mai 76, même si deux États l'avaient déjà fait dès janvier 76. Et c'est très important parce qu'on oublie trop souvent qu'à l'origine, les États précèdent le fédéral. DeLand ajoute « Règne chez elle, sujette au dehors, chacune de ces contrées est libre ». Et effectivement, les articles de la Confédération de 1781 stipulent clairement, article 2, chaque État conserve sa souveraineté, sa liberté et son indépendance. D'où le terme que l'on trouve à l'époque, qui est tout à fait juste, même s'il nous surprend dans sa pluralité, de républiques américaines. Les États-Unis sont précisément cela avant 1787, une ligue de républiques souveraines associées entre elles, comparées en Europe aux cités grecques. Les auteurs parlent des petites et célèbres républiques de la Grèce. C'est pour cela que l'on étudie en France une ou deux, voire trois constitutions. Celle de Pennsylvanie, qui est toujours mentionnée, Virginie également, et celle du Massachusetts. Indépendamment les unes des autres, comme des constitutions de tel ou tel État. La Rochefoucauld d'Anville, par exemple, publie en 1783 un recueil des constitutions américaines, 1783, sous le titre de Constitution des 13 États unis de l'Amérique. Troisième point, pour ces auteurs, le peuple américain, je cite, a repris sa destinée en main avec la Révolution et la remise de son pouvoir à ses représentants. Donc DeLand écrit « Le peuple américain a repris son autorité, mais a eu la sagesse d'en confier l'exercice à des concitoyens éclairés et vertueux. Car l'expérience prouve qu'il est impossible que la démocratie ne devienne pas une tumultueuse, une fatale anarchie lorsque tout le monde parle, lorsque tout le monde agit. » Ici apparaît le concept clé de la représentativité, mais aussi de la modération. Maille écrit, la véritable grandeur est fondée sur la modération. Maille qui enverra Louis XVI à la guillotine. La modération des Américains dans leur révolution, mais aussi celle de Louis XVI, qui n'a pas voulu conquérir de nouveaux territoires en Amérique, voire de reprendre le Canada. Puis nos auteurs, autre point, de manière très importante et fascinante, j'ai trouvé, soulignent dès 1784, donc avant la Constitution de 87 et la publication des Federalist Papers, les avancées politiques et institutionnelles engendrées par la Révolution américaine. Et la liste est longue. Des exemples, la division des trois grands pouvoirs. C'est que des citations. La division des trois grands pouvoirs. La rotation continuelle des élections. Il faut dire que la Constitution de Pennsylvanie prévoit des élections législatives annuelles. Les bornes prescrites à l'exercice du sacerdoce. Une séparation de l'Église et de l'État, qui effectivement paraît novatrice, bien sûr, en France dans les années 80. Le droit de choisir et de révoquer les représentants de la liberté publique. Je pensais en Californie, il y a eu un vote dimanche dernier pour recall du gouverneur.
Donc, le droit de choisir et de révoquer les représentants de la liberté publique. En fait, c'est l'idée que les élus doivent répondre de leurs décisions. L'égalité de tous qui ne reconnaissent la supériorité d'aucun défend l'hérédité de la noblesse et des honneurs, les privilèges exclusifs déclarés odieux. On est en 84. Également, la tolérance dans le nord de l'Europe jouit depuis longtemps, dont le Midi est si loin encore que le meilleur des rois accorda à la France et qui en fut banni par un roi vieilli, faible et trompé. Donc ça, c'est une allusion à l'édit de Nantes, hein. Aussi encore un hommage à Henri IV, l'édit de Nantes de 1598, et à la révocation de ce même édit en 1685 sous Louis XIV. Donc l'Amérique protestante est perçue comme tolérante, alors qu'elle est loin de l'avoir toujours été, bien sûr. Dans les 13 colonies, seules la Pennsylvanie et le Rhode Island ont été véritablement tolérants dans leur histoire, avant la Révolution. Alors, ensuite, d'autres exemples, d'autres citations intéressantes, le droit d'écrire ce que l'on pense. Et enfin, la force militaire subordonnée partout à la force civile. Bien sûr, c'est allusion à l'absence de standing army. Enfin, le dernier et non des moindres, point traité dans ses essais, mais surtout développé dans celui de Maille, est bien sûr la portée de la Révolution américaine. Il n'est guère aisé, hein, j'insiste là-dessus, il n'est guère aisé de l'imaginer en 1784, alors que les États-Unis n'existent pas encore en tant que pays, véritablement. Donc Maille, il écrit une révolution que l'on peut regarder comme le triomphe de la politique et de l'humanité, et la plus grande et la plus importante des révolutions, dont l'importance consiste dans les effets qu'elle doit produire. Il ne s'agit pas ici d'un intérêt particulier ou momentané, c'est l'intérêt des peuples existants de tous les temps à venir. Et à mes yeux, c'est cette phrase et le développement qu'il a suivi qui fait gagner Maille, me semble-t-il. Car, outre sa réputation au sein de l'Académie, son texte explique que l'importance de la Révolution tient principalement dans sa portée. Maille, aux yeux des académiciens, n'a pas juste relaté les faits de l'histoire américaine et ses acquis pour les Américains, mais a tenté, chose difficile sur le moment en 1784, de se projeter vers l'avenir en réfléchissant à ses conséquences. Toujours en regardant vers l'avenir, mêlant pacifisme des Quakers et élan wilsonien, Maille poursuit « Le nouvel empire de l'Amérique, commerçant par sa position et par conséquent intéressé à maintenir une paix générale, fera respecter les droits des nations faibles. » Le terme d'empire évoque la phrase de Jefferson, l'empire de la liberté, qu'il prononce dans les années 1780, et qui ne paraît pas contradictoire aux auteurs de l'époque. Enfin, dans un élan assez osé pour 1784, dirons-nous, Maille affirme « C'est dans les révolutions que le génie se développe ». Alors, le texte de Deslandes est plus complet dans son analyse, notamment politique. Mais celui de Maille, encore une fois, a une plus grande portée, l'auteur se projetant dans l'espace et le temps. D'une certaine manière, avec la censure du moment, cet écrit, celui de Maille, est plus risqué, plus osé. Comme souvent, une audace tout en nuances de surcroît dans une belle langue plaît aux académiciens. La lecture de l'historien diffère ici de celle des académiciens. Pour ces derniers, écrire sur la postérité possible de la Révolution américaine et son impact en France ou en Europe, donc pour les académiciens, est plus porteur que de décrire dans le détail, même si par une analyse assez fine, des avancées politiques qui ne bénéficient sans doute qu'aux Américains eux-mêmes, et sans doute perçues en 1784 comme difficilement applicables en France. À l'inverse, pour les historiens, le texte de Deslandes est plus riche, car il permet de saisir ce qu'un contemporain retient de la Révolution américaine sur le moment, en détaillant les avancées politiques et institutionnelles qui étonnent. Bien sûr, parce que la postérité de la Révolution américaine, nous la connaissons par définition, l'ayant vécu. Alors, en conclusion, une interrogation apparaît. Comment, en 1784, sous une monarchie absolue, une académie est-elle non seulement autorisée à organiser un concours sur une révolution, certes lointaine et soutenue par un roi, mais une révolution tout de même? De plus, un concours qui se tient avec l'appui explicite du ministre Vergennes, l'appui et les finances. Une réponse nous vient indirectement de la réaction de Diderot lorsqu'il lit les lettres d'un fermier de Pennsylvanie, de John Dickinson, publiées en 1768 et traduites en 1769, mais que Diderot découvre que 10 ans plus tard.
et qui sont écrites c'est lié à la crise du Snap Act dont Florence a parlé. Je cite, c'est très intéressant. Je ne connais aucun ouvrage plus propre à instruire les peuples de leurs droits inaliénables et leur inspirer un amour violent de la liberté. Parce que M. Dickinson parlait à des Américains, ils, les censeurs, il veut dire les censeurs, n'ont pas conçu que ces discours s'adressaient à tous les hommes. Ajoutant avec humour, on nous permet la lecture de ces choses-là et l'on est étonné de nous trouver, au bout d'une dizaine d'années, d'autres hommes. On a ajouté. Alors, l'année suivante, en 1785, l'Académie des Jeux floraux propose comme en miroir un autre sujet de concours, je cite, « Les temps de calme et de paix sont-ils plus propres au développement du génie que les temps de troubles et d'orage ?» Je ne sais pas s'ils ont fait une remarque de Versailles suite au concours précédent. Et nous sommes donc en 1785, 4 ans avant la Révolution française. Merci. Alors, merci beaucoup Bertrand Vonnebeck pour cet exposé. Vos deux présentations étaient tout à fait complémentaires puisqu'elles montrent bien que ce processus-là de mise en mots, pour revenir à notre thématique, 10 ans avant ou 10 ans après finalement la Révolution, ébauche une identité, que ce soit en France d'ailleurs ou dans les colonies, ébauche déjà une identité américaine et même une histoire nationale pour l'Amérique ou les États-Unis. Alors l'identité, peut-être, ça peut être un point de départ de la discussion ou pas, mais en tout cas, c'est un gros mot. Quand on étudie la jeune Amérique, c'est tout le nœud du débat. Est-ce que ça existe? Quels sont les contours de cette identité et même ses racines? Bon, je laisse bien sûr la parole aux participants dans la salle ou sur Zoom. Si vous avez une question, d'ailleurs par Zoom, vous pouvez l'écrire ou la poser oralement. Gérard. Bon, c'est une question très complémentaire et très fouillée. J'aurais une question à poser à France qui concerne la notion, cette notion d'exceptionnalisme. Alors, je me pose la question, c'est personne qui a répondu au concours. Lorsque je vous ai écouté, j'ai l'impression qu'il s'agissait, peut-être, ou dans le sens, que ce qu'elle développait, c'est une orientation du royalisme. C'est-à-dire que ce sont des plaidoyers pour préserver le lien entre la montagne et l'économie américaine. Donc un discours loyaliste. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils sont devenus des loyalistes? Est-ce que vous avez une réponse? Oui. Peut-être que je vais répéter pour ceux qui sont sur Zoom, je ne suis pas sûre qu'ils vous aient entendu. Gérard Hugues me demandait si les candidats dont les mémoires ont été publiés sont devenus loyalistes. Donc, il y en a un qui est inconnu, je ne peux pas vous répondre. Pour ce qui est des 3 autres, non, aucun n'est devenu loyaliste. Il y en a même un qui a signé la déclaration d'indépendance. Mais personnellement, ça ne me surprend pas. Parce que moi, il me semble qu'il y a un paradoxe entre le contenu du discours qui est développé. Par exemple, justement, à propos de l'exceptionnalisme, qui semblerait être un concept applicable à la Grande-Bretagne et aux colonies, en tant qu'américaniste, je crois que considérer que l'exception américaine, c'est quelque chose qui s'est inventé de l'autre côté de l'océan. Je crois que la Révolution a apporté la preuve qu'il avait eu
c'était une alternative pour eux. Et, par exemple, je sais pas, mais il y a des choses qui me donnent dans l'éducation, notamment le fait que on puisse se dire que il y a un lien organique étroit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Certes, commercial, mais c'est oublier quand même toute l'expérience puritaine, c'est oublier le XVIIe siècle, c'est oublier les pères pèlerins pour commencer, et ensuite, donc le protestantisme, il n'est pas un, il n'est pas unique, et surtout pour les Américains qui quittent la Grande-Bretagne, le protestantisme, il est vicié en Bretagne. Il est une religion d'État, il est une religion qui ne respecte pas les dogmes protestants dans sa pureté originelle, d'où la nécessité de recréer la Jérusalem nouvelle, la New Jerusalem, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors là encore, il y a quelque chose qui me gêne, si vous voulez. Il semblerait que il y ait une vision totale de ce qui est fondamental quand même c'est-à-dire le concept de dissidence religieuse, puisque il liberté, religion est dissidente. Pas totalement, évidemment. Enfin, elle est dissidente dans sa formation, dans son origine. Pas tout le monde Moi, c'est pas véritablement une question, mais c'est une remarque qui m'a frappé. Cette notion d'exception me paraît un petit peu dévoyée par les auteurs de ces concours. En fait, moi, ce qui m'a frappé en lisant ces mémoires, c'est que j'ai vu énormément d'idées et de principes que j'ai lus également dans les pamphlets et les lettres écrites par des conservateurs britanniques, notamment écossais, après. Donc des gens qui s'opposent à la Révolution. C'est ça qui est frappant. Et effectivement, on est amené à se poser la question, mais qui étaient ces gens? Est-ce qu'ils sont devenus loyalistes? Et effectivement, il y a déjà une spécificité américaine dès le XVIIe siècle, mais ils la gomment complètement et ils ne veulent pas, ils la mettent pas en avant. Après, on peut se demander, mais je n'ai pas la réponse, est-ce que c'est parce que c'est le cadre du concours et que l'université, c'est quand même souligné, dépend en partie de fonds ou du moins d'un soutien qui vient de la Grande-Bretagne. Le doyen est un anglican, d'ailleurs un presbytérien converti à l'anglicanisme. Donc, il y a ça qui joue, qui est un élément. Et puis, je crois aussi que c'est une attitude. Après, est-ce que c'est profondément, est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce qu'il y a une part de calcul politique? Mais pendant tout le prélude à la Révolution, pendant la première décennie de la crise impériale, il y a toujours cette idée de mettre en avant leur identité britannique, et ce qui implique quand même de gommer leur spécificité américaine. Je reprends une idée qui est dans un des livres de Elise Marienstrass, où elle dit que finalement, ce qui fait peur aux Américains, la rupture, on est d'accord, ils ne la pensent pas en 1766, ça viendra au fur et à mesure. Ce qui leur fait peur, c'est que s'ils ne sont plus britanniques, ils sont quoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience de l'existence d'une culture américaine. Voilà, qui reste à penser, qui préexiste, comme vous le disiez, il y a une spécificité puritaine, par exemple. Voilà. Pardon? Franklin lui-même n'est pas un des premiers révolutionnaires. Non, puis c'est sans doute le plus britannique des pères fondateurs de la nation américaine. À cette époque-là, il vit d'ailleurs en Angleterre. Et donc, il y a une espèce de vide et une difficulté à penser qu'est-ce que c'est que l'américanité, qui ressort aussi dans ses mémoires, où finalement, on dit que être américain, c'est être un Britannique.
Et même s'il y a quand même une certaine ambiguïté, parce qu'en même temps, on commence à critiquer à mots couverts l'exclusif colonial, et on se félicite que le Stamp Act ait été supprimé parce qu'il était vécu comme profondément injuste. C'est pour ça que je disais en conclusion, finalement, c'est l'étape 1 de cette évolution qui va se faire progressivement vers l'affirmation d'une vraie identité américaine et le rejet de l'identité britannique, mais qui est lié finalement au conflit croissant qui oppose la métropole et les colonies. Ce qui est frappant aussi dans les écrits politiques des années 1760 et début des années 70, c'est que les Américains se font beaucoup d'illusions sur les Britanniques, en fait, et même sur le gouvernement. Ils s'imaginent que leurs pensées et leurs actions sont comprises, alors qu'elles ne le sont pas. Et jusqu'en 74-60, jusqu'aux lois scélérates, ils s'imaginent que le roi est de leur côté et que l'opinion publique britannique est majoritairement avec eux, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Florence, pour revenir un petit peu sur cette question, donc pour reprendre Marianne Strass-Green, qui disent et qui expliquent très bien et qui démontrent très bien que l'identité, la culture, plutôt même la culture américaine, passe justement par leur pratique politique et par le constitutionnalisme qui se développe. Est-ce que là, on ne voit pas dans ces réponses déjà que finalement, sans mettre en avant la royauté et en mettant en avant la liberté, il y a déjà cette idée qu'ils ne seront pas, ils peuvent pas être loyalistes, même si moi j'ai pensé pareil en vous écoutant, mais ils ne le peuvent pas puisque d'eux-mêmes, en tout cas dans leur exercice de rhétorique, ils ne mettent pas du tout en avant la couronne, ils mettent en avant leur liberté. Donc je ne sais pas, c'est une question. Parce que je ne les ai pas lus, moi, ces mémoires. Effectivement, ça m'a surpris le fait qu'ils ne mettent pas trop en avant la loyauté à la famille de Hanovre, parce que Brannan McConville montre qu'il y a un vrai attachement à la famille royale qui est perçue comme protectrice du protestantisme, etc. Et ça ressort assez peu. Après, oui, effectivement, ils mettent beaucoup en avant leur liberté. Après, c'est peut-être aussi le fait que le doyen considère que c'est... et John Morgan, qui est donc aussi enseignant dans l'université de Pennsylvanie, dit voilà, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est ça, c'est être des hommes libres. Et être de bons protestants aussi. On va se retourner finalement contre ces mêmes autorités qui financent ces concours, comme vous venez de le dire, pour faire peut-être briller la Grande-Bretagne qui laisse à ses colonies des droits, mais dans un sens, on peut se dire que ça joue peut-être contre elle. Oui, je crois qu'il y a surtout eu un dialogue de sourds. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la réaction de l'organisateur, de Sargent, par rapport à ses mémoires. Je ne l'ai pas, parce qu'il était quand même donc au Parlement et dans le groupe qui soutenait le ministre Grenville, donc le père du Stamp Act. Donc, il a peut-être été surpris, au moins par le discours du doyen. Après, c'est comme comment il s'appelle, Maillet, qui a évolué entre 1784 et 1793. Ces gens ont vécu tellement d'événements que voilà, ils ont fait un parcours. Et évidemment, ce parcours, il n'est pas inscrit en 1766 pour mes auteurs ou en 1784 pour Maille. Ça montre justement l'extrême rapidité de la progression. On est en 66, on est 10 ans avant l'indépendance. Donc justement, comme disait Gérard, c'était une argumentation loyaliste, mais ça montre bien qu'en 66, il n'y a pas encore indépendantiste et loyaliste. Ils veulent tous rester dans l'Union. Question de Francesca. Pardon. Pour rebondir là-dessus, effectivement, parcours individuel, mais peut-être aussi parcours collectif, parce qu'en 66, on se situe 3 ans après la fin de la guerre de septembre, qui a quand même laissé un souvenir de victoire collective, quelque part. Et donc peut-être que ça persistait encore cette idée, et même s'il y avait eu la prise de Stamp au milieu, il y avait peut-être encore ce sentiment d'avoir quand même réussi à gagner une bataille contre la France ensemble, les Britanniques et les Américains. Je ne sais pas si vous avez vu des sources où ça s'exprime. Moi, les sources que j'ai lues, c'est les Américains disent
on a gagné la guerre de 7 ans pour ce qui est du théâtre nord-américain grâce à nous. Et les Britanniques disent nous avons gagné la guerre et mettent en avant notamment une réticence des assemblées coloniales à fournir de l'argent et à lever des troupes pour aider les Britanniques à se battre contre les Français et leurs alliés amérindiens. Après, il y a peut-être des sources qui célèbrent cette victoire commune, mais je ne connais pas. Qui sentent quand même une appartenance commune et du côté américain, peut-être la fierté aussi de peut-être occuper une place plus importante dans la peut-être une illusion, hein, qui n'est pas vérifiée, notamment d'ailleurs dans il y a des choses un peu dans ce sens-là. C'était juste une remarque comme ça. Ma question portait plus sur. Vous avez mentionné à un moment donné les réactions au Territory Act, qui pourtant, en même temps que c'est un parfait réalité. Et je me suis étonnée quand même qu'ils n'aient pas porté plus d'attention à ce Declaratory Act, que finalement, il y a une annulation. Les deux marchent ensemble. Le Stamp Act est révoqué, mais le Declaratory Act enfonce un peu le coup de la suprématie britannique sur les Américains. Et donc, le fait qu'ils n'en parlent pas trop, je ne dis pas le vrai excellent, m'a un peu interpellée. Je me demandais si c'était. Alors, il s'exprime toujours en termes très vagues. Et en fait, je crois qu'ils prennent le Declaratory Act pour ce que c'est-à-dire c'est purement théorique. Et c'est juste une déclaration d'intention en quelque sorte. Et ce qui compte pour eux, c'est que la loi a été révoquée et que finalement, ils ont le sentiment que l'abrogation du Stamp Act, c'est une reconnaissance de leurs droits. Alors qu'en Grande-Bretagne, ce n'est pas vécu comme ça, en fait. Et là, il y a un vrai malentendu à ce niveau-là, dès le début de la crise. Colline? Il me semble dans tout ça, il y a beaucoup de paradoxes. Parce que je me rappelle que les frères Carolin, ils ont quitté Leiden, les Pays-Bas. Une raison pour laquelle ils ont quitté le pays, c'est qu'ils avaient peur que la future génération perde l'identité anglaise. Donc, ils sont partis en Amérique pour garder l'identité anglaise, bien qu'ils veulent fonder la City on the Hill. C'est toujours pour eux l'Angleterre. Et puis en même temps, après, il y a beaucoup de paradoxes parce que même si cette question de taxation sans représentation, est-ce qu'il y avait véritablement un souhait d'avoir des parlementaires, membres de parlement, dans les colonies qui allaient partir à Westminster? Est-ce que c'était vraiment. Je ne crois pas. Je ne saurais pas citer un seul auteur qui. Voilà. Non, ça, c'est. Ni en Grande-Bretagne, ni, à part quelques exemples, et le plus connu est Adam Smith, qui en 1976 propose cette solution, d'intégrer des représentants des colonies américaines dans le Parlement de Westminster, mais il n'a vraiment pas beaucoup de succès. Je crois que c'est vraiment, ni en Amérique, ni en Grande-Bretagne, personne ne veut cette solution finalement. Et no taxation without representation n'implique pas on veut être représenté à Westminster, ce qui est de toute façon pas vraiment réaliste, compte tenu du temps qu'il faut pour traverser l'Atlantique, etc. Non, ce qu'ils veulent, et c'est assez clairement dit dans les pamphlets des principaux auteurs, c'est le droit d'être taxé par leurs assemblées coloniales qu'ils considèrent comme les équivalents, comme des petits parlements dans chacune des colonies. Et en fait, ce qu'ils veulent, ce qu'ils considèrent avoir, c'est l'autonomie. C'est pas qu'ils la réclament, d'après la façon dont je le vois, mais qu'ils considèrent qu'ils sont autonomes et que l'Empire britannique, c'est une sorte de constellation de différents États, dont 13 États en Amérique du Nord. Et ce qui ressort dans ces mémoires, comme dans la littérature politique américaine de l'époque, c'est quand même la forte conscience de la montée en puissance de ces colonies.
du point de vue démographique et du point de vue économique. Et puis cette immense réserve de terre au-delà des Appalaches, ils savent, ils ont le projet de devenir de plus en plus puissants. Par exemple, Benjamin Franklin l'explique bien dans plusieurs de ses pamphlets. Et donc, ils veulent être reconnus comme des héros par les Britanniques. D'ailleurs, dans le texte cité de Jefferson, A Summary View of the Rights of British America, il utilise de manière interchangeable ces trois points, state et colony. Et on est en 74. Il utilise déjà le mot state. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je ne voudrais pas prendre la parole. J'ai une petite question pour Bertrand. Pourquoi Rennes, pourquoi Washington, pourquoi Franklin, pourquoi Washington? Hey, je me la suis posée aussi, cette question. Je pense, manifestement, il n'est pas encore connu en France. Je pensais à ça aussi. Parce qu'il arrive en France en 85, n'est-ce pas? Ouais. Donc là, on est en 84. Mais le fait de devenir ambassadeur de France, ça ne crée pas. Ça ne constitue pas nécessairement le début d'une gloire de reconnaissance. Je pense que peut-être plutôt parce qu'il était perçu comme un localiste. C'est un Virginien, finalement. Il n'a pas la même envergure à cette époque-là que Washington, etc. Pour la militaire, Washington, peut-être pour les gens vraiment savants, connus, etc. Rennes, qui est vraiment à l'origine de la Pennsylvanie. Mais voilà, il me semble que ça serait plutôt, ça devrait plutôt pas cette reconnaissance sur le jeu. Parce que pour lui, il le disait d'ailleurs, parce qu'il dit, moi, après, c'est pas les États-Unis, c'est la Virginie, c'est un Virginien, il fait la Constitution de l'États-Unis, il travaille pour lui, l'univers s'arrête dans la Virginie. Oui, c'est possible en fait. Mais si tu vois les trois qui sont mentionnés, on peut voir la question à l'envers. C'est pourquoi ces trois-là. Ce Penn, il a été mis à la mode par Voltaire, et donc il est vraiment à la mode jusqu'à Chateaubriand en fait. Il faut attendre le début du 19e pour qu'on s'aperçoive que les Quakers, finalement, ils sont pas si gentils que ça, que c'est des commerçants principalement, alors qu'on les voyait comme des pacifistes, idéalistes. Washington, parce qu'il y a un culte de Washington à partir de la fin des années 70, c'est le grand général, c'est le général romain en fait. Et puis Franklin, parce qu'il y a une mode de Franklin, il arrive en décembre 76, là on est en 85, c'est presque, enfin 84, 8 ans qu'il est en France, et il y a la mode bat son plein. Les autres, ils sont pas, Adams, il n'est pas cité non plus. On a une autre question. Allez-y. Je pense que vous avez joué sur Excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Oui. Je voudrais savoir si ces écrits contribuent à une narration, une création d'une identité américanisée. Alors, en fait, les auteurs des 4 mémoires citent sans cesse, disent toujours qu'ils s'appuient sur des auteurs, mais ils ne citent pas les noms. Et ils parlent, oui, comme ça, de commercial writers. Donc, je suppose que c'est ce qu'on appellerait des économistes aujourd'hui. Mais leurs références sont extrêmement vagues. Donc, je ne sais pas s'ils lisent des Britanniques ou des Américains. Il y a un des mémoires, je crois que c'est celui de Watts, qui commence par dire: pour bien faire ce mémoire, il aurait fallu que je prenne, que je rencontre toute une série de gens et que je me renseigne auprès de personnes bien informées, ayant des opinions différentes. Mais j'ai pas eu le temps. Et donc, voilà le résultat de ma réflexion. Après, je pense que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'ils sont tous dans la même ville de Philadelphie. C'est quand même assez particulier. Philadelphie, c'est une des capitales
culturelle des 13 colonies. C'est aussi une ville où il y a quand même une forte présence écossaise. Et, par exemple, le doyen est un Écossais qui est devenu donc américain. Donc il y a une petite influence à l'université de la philosophie écossaise. Mais oui, c'est assez frustrant. On ne sait pas très bien qui ils ont lu. Mais les idées qu'ils développent, elles traînent un peu partout dans le monde britannique de l'époque. Hein. Elles n'ont rien de très original, en fait. Bien. Allez, une dernière question, allons-y. Par rapport au Stamp Act, quand on dit que le Stamp Act, c'est devenu la première étape vers la Révolution américaine, est-ce que c'était le Stamp Act en lui-même ou c'était plus le Stamp Act, plus la convention en 1764, il y avait le Sugar Act et le Currency Act. Du coup, ça a été le Stamp Act spécifiquement ou la convention de toutes ces taxes qui sont apparues en très peu de temps? Je crois que alors, la révolution proprement dite, c'est-à-dire la volonté de rupture, c'est en 76. Mais il y a déjà une résistance. Voilà. Et je crois effectivement que c'est le Stamp Act qui a déclenché des actions de résistance organisées dans les différentes colonies, pas uniquement dans le Massachusetts, où on brûle en effigie, par exemple, le ministre Granville, où on enduit les agents de l'État, ceux qui sont censés prélever cet impôt du timbre, on les enduit de goudron et de plumes, où on s'organise en groupe pour empêcher que l'impôt soit levé. Et à côté de ça, un certain nombre de textes qui sont publiés pour justifier et expliquer cette résistance. Donc par là, oui, on peut considérer que c'est le début de la Révolution. Après, effectivement, il y a eu le Sugar Act, il y a eu le Sugar Act, c'était un petit peu avant, il y a eu les consent duties. En fait, c'est une accumulation de crises. Je crois que c'est Jack Rakoff qui dit que le tournant, c'est la Boston Tea Party en 73, en décembre 73, qui est vraiment perçu comme un acte de vandalisme, ce que c'est à la base, en Grande-Bretagne, et qui amène le roi à se positionner clairement contre la Révolution. Et à ce moment-là, il y a une prise de conscience en Amérique que, effectivement, ils pensaient agir en britannique, ils se rendent compte que ce n'est pas perçu comme ça de l'autre côté de l'Atlantique. Très bien. Je crois qu'on peut conclure cette séance de séminaire. Alors, merci beaucoup à tous les participants et à nos deux intervenants pour leur présentation. Et avant de nous quitter, on a juste une petite information à vous faire passer. Si l'Amérique, la jeune Amérique vous intéresse, Bertrand, peut-être vous voulez nous parler de la journée du 1er octobre qui arrive? Oui, merci. Alors, le 1er octobre, donc nous nous retrouverons ici. Et c'est le lancement d'un vaste projet qui va nous mener à 2026, un projet qui réunit les partenaires français, européens et américains avec une journée d'études pour l'instant chaque semestre. Alors, on va à Turin, on va aller à Munich, on va aller à Leyde, on va aller à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse, et on commence à Aix, bien sûr. Et donc, c'est notre première journée de ce programme qu'on lance donc le 1er octobre, et sera parmi nous, et ça c'est un grand plaisir de le recevoir, Patrick Sparrow, qui est le directeur de l'American Philosophical Society, et qui va venir exprès ce jour-là de Philadelphie. Donc ce sera en hybride, ici et en ligne, donc voilà. Première journée à ne pas louper pour un programme qui nous conduira jusqu'à un colloque anniversaire commémoratif en 2026. Pourquoi 2026? J'ai oublié de le dire. C'est les 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance de 1776. Alors, on s'y prend à l'avance, mais monter un tel programme, ça prend du temps. Donc, et surtout, une étape par semestre. Donc, venez nombreux, en ligne ou ici. L'occasion d'entendre Gérard Hugues et Francesca Genesio ici. Exactement. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, les informations vont circuler sur Twitter ou par des moyens plus institutionnels. Et puis, merci encore une fois à tous et bonne fin de journée, bonne soirée.
Merci.